Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Je suis ravi de vous retrouver, de vous accompagner pendant cette demi-heure consacrée à l'actualité et la découverte ici en Savoie-Mont-Blanc. Vous le savez dorénavant, Accès Direct c'est aussi votre émission. Nous attendons vos questions, vos commentaires. Rendez-vous sur la page Facebook de notre chaîne 8 Mont-Blanc avec le hashtag Accès Direct. Au programme des réjouissances de ce mercredi 11 juillet 2018, Hubert Bertrand, le maire de Saint-Genis-Pouilly, viendra nous parler du Grand Genève, du développement de sa commune. J'accueillerai ensuite Patrick Grantery, le nouveau président de Cluster Montagne. Et en fin d'émission, Cyril Colombier sera là pour nous présenter l'édition 2018 des Nuits d'été. Mais avant tout cela, les titres du journal avec toi, Kim. Bonsoir. Bonsoir. Alors les vacances ont débuté et tu allais faire ce mercredi matin un petit tour autour du lac d'Annecy. C'est ça. Donc en fait, je suis partie à Saint-Joriot, plus précisément voir un loueur de bateau et au camping, dans un camping, pour voir si justement la saison commence bien. Et puis Jean-Paul Crespi, c'est lui qui a intéressé une exposition, un grand artiste, Pablo Picasso. Oui, en fait, le Palais des Lumières expose depuis le 30 juin dernier des œuvres justement de Picasso. Ça s'appelle l'Atelier du Minotaure. Et effectivement, comme tu l'as dit, Jean-Paul est parti faire un petit tour là-bas. Merci beaucoup, Kim. On se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse et le rappel des titres. J'accueille à présent mon tout premier invité, monsieur Hubert Bertrand. Je vous invite à venir sur ce. Monsieur Bertrand, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle, bonsoir, vous êtes le maire de Saint-Genis-Pouilly, dans l'Ain. On n'a pas souvent l'occasion de parler de l'Ain, donc c'est l'occasion. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'un débat qui aura lieu ce jeudi, 12 juillet. Un débat sur le prolongement du tram Mérin-Cerne-Saint-Genis-Pouilly. Une question toute simple, pourquoi un tel débat ? Eh bien, écoutez, c'est pour démontrer que, quelles que soient les familles politiques en France ou en Suisse, on peut défendre le même projet. C'est-à-dire que là, on a un invité qui, effectivement, est un invité suisse, qui est plutôt de droite, et moi, je suis de gauche, et on veut démontrer, lui et moi, que notre objectif est le même. C'est-à-dire, effectivement, c'est la mobilité, et qu'on sort un petit peu des sentiers ordinaires du conflit gauche-droite que l'on a en France et qu'ils ont quelquefois aussi en Suisse. Alors, votre commune est fortement imbriquée et impliquée dans ce qu'on appelle le Grand Genève. Absolument, oui. Ben, écoutez, nous, l'activité économique, c'est 60% lié avec Genève, que ce soit les frontaliers ou que ce soit les induits par les frontaliers. Alors, vous vous battez pour le développement de cette commune, le développement de cette aire urbaine. Ça fait presque une dizaine d'années. Aujourd'hui, quelle est la situation du tram, concrètement, au niveau du tracé ? Ben, écoutez, pour la situation du tram, c'est le bal des gens qui parlent et qui ne font rien. Du côté suisse, on nous dit que tout le monde est d'accord, ou presque, sauf la Confédération, mais pour un petit tronçon. Et puis du côté français, évidemment, les majorités différentes se succèdent au conseil départemental, mais n'ont pas plus de parole les unes que les autres. C'est-à-dire que la compensation financière genevoise, qui devrait être utilisée dans la périphérie de Genève pour les aménagements de cette nature, est déviée pour une grande partie sur d'autres projets départementaux. Pourquoi est-ce que ce projet d'extension a pris du retard, selon vous ? Pour des données politiciennes très locales, de jalousie entre collectivités et de manque de vision, surtout. C'est cela le problème. C'est le manque de vision sur le territoire. Nous, tous les jours, il y a des kilomètres de bouchons, le matin et le soir, et ces bouchons-là, ce ne sont pas que les habitants, évidemment, de Saint-Genis, mais les habitants du centre et du sud du Pays de Gex qui se retrouvent bloqués là. Voilà. Qu'est-ce qu'il changerait pour votre commune, ce prolongement du tracé du tramway ? Alors, ce qui change, c'est qu'il intègre davantage dans l'urbanité, mais en réalité, ce n'est pas seulement pour notre commune. C'est qu'est-ce qu'il change par rapport au Grand Genève et qu'est-ce qu'il change par rapport au Pays de Gex, c'est-à-dire que seraient pris en compte, effectivement, les problèmes qu'il y a de mobilité. Il faut voir tous les jours, c'est pas une fois par hasard, il faut voir quand même le problème des frontaliers qui subissent tous les jours des bouchons interminables, une pollution qui est provoquée par ces bouchons et l'argent rapporté par ces frontaliers qui est dispersé ailleurs. Le tramway, c'est un mode de transport qui a son public, qui est rentré dans les mœurs au Pays de Gex ? Alors écoutez, au Pays de Gex, il n'y en a point, donc, mais il rentrera dans les mœurs quand vous le voyez, oui. À Mérin, par exemple, le tramway, c'est aujourd'hui... On n'a pas d'alternative à cela. C'est-à-dire qu'il faut arriver à organiser de la mobilité sans multiplier les pollutions.
Donc c'est cela l'idée force. Et puis, vous avez parlé de l'aménagement du territoire, mais nous, bien sûr que l'on est partisans du développement de notre secteur pour économiser l'espace ailleurs. Parce qu'autrement, on a effectivement un mitage sur le territoire qui est complètement dément et une utilisation de l'espace foncier qui n'est plus aujourd'hui acceptable. Alors en plus du tram, il y a aussi un projet de création de parking relais. Hein. Oui, tout à fait. Évidemment, ça va de soi. Hein. Savoir comment il sera mis en place, comment il sera financé. Mais il y a normalement, c'est un pays qui reçoit, je le répète, une compensation financière genevoise qui pour 45% est retenue par le département et qui devrait venir sur ces équipements-là. Un projet multicarte, puisqu'en plus donc, du tram et du parking, il y a aussi un quartier qui devrait sortir de terre, on peut le dire. Mais il est en partie... Il est exact, mais qui devrait être développé encore plus. Oui, puisqu'on s'est engagé à avoir effectivement un quartier qui soit densifié, hein, mais il est déjà densifié. On n'est pas non plus dans un désert. Aujourd'hui, il y a 450 logements qui sont en cours et 700 qui sont le projet complémentaire. Donc, c'est pas le problème. Surtout qu'on est dans une population où il y a 4000 logements dans la commune. Je veux dire, voilà. Mais il y a une mauvaise volonté qui s'exprime pour différents motifs politiciens de ne pas prolonger ce tram. Dernière question, le fait que Pierre Maudet, le nouveau président du Conseil d'État du canton de Genève, soit un fervent défenseur du Grand Genève, ça vous inspire à l'optimisme ? Oui, absolument. Écoutez, je crois qu'on a toujours entendu les discours des uns et des autres favorables au Grand Genève, mais je crois que la différence, c'est que M. Maudet le dit par réalisme et par conviction. C'est peut-être cela. On attend beaucoup de cette présidence. Vous êtes confiant pour la suite des événements ? Oui, mais par nature, je suis confiant. Autrement, je ne m'occuperai pas d'une commune en développement. Je crois que c'est important. Merci beaucoup, M. Bertrand. Bon courage pour la suite. Je vous invite à rejoindre la régie et j'accueille mon prochain invité. Patrick Grantery, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le nouveau président du cluster Montagne, nouvellement élu. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le cluster Montagne et quelles sont ses missions ? Alors, le cluster Montagne, c'est une association qui a pour but de mettre en valeur et d'aider au développement des entreprises de l'aménagement touristique de la montagne. Voilà, c'est une association qui a un enjeu national et qui s'adresse à l'ensemble de la filière de l'aménagement touristique de la montagne. Concrètement, les missions, comment est-ce que ça s'articule ? Alors les missions, c'est de l'aide à l'innovation, c'est de l'aide au développement en France et à l'international pour les entreprises adhérentes. C'est un travail sur la création de l'emploi, l'entrepreneuriat, la communication. On participe aux grands événements, on reçoit des délégations internationales pour leur présenter le savoir-faire, l'excellence française. Et on est là aussi pour aider les entreprises adhérentes au cluster montagne à monter en compétences, à être plus innovantes et à participer à l'essor du tourisme en montagne. Justement, elle en est où l'excellence française ? Alors l'excellence française, il faut faire attention, derrière le mot excellence, il y a toujours un peu d'arrogance. Faut être très humble. Néanmoins, on va dire les savoir-faire des entreprises françaises et globalement de la montagne aménagée, de la montagne touristique, c'est un savoir-faire qui est reconnu à l'échelle internationale depuis longtemps. Nous sommes demandés par les pays qui ont des projets d'aménagement. Il y a une espèce d'exemplarité. Donc il faut garder, je dirais, le recul avec ça, mais il faut en même temps s'organiser pour aider ces pays qui sont en développement et qui veulent monter des projets touristiques à s'appuyer sur les savoir-faire français. Et puis c'est aussi le futur de nos entreprises, c'est également d'aller prendre des marchés à l'international. Alors il y a un petit peu moins de 2 semaines, donc vous avez été élu pour un mandat de 3 ans. Quels sont vos principaux axes de travail là, pour cette période ? Alors déjà, je dirais, je vais peut-être vous décevoir, mais pas de révolution. J'ai pris la suite de Xavier Gallo-Lavallée, qui avait présidé l'association pendant 6 ans. J'étais dans son équipe, je m'occupais de la communication et de la promotion depuis 6 ans également. Et c'est une sorte de continuité parce qu'il y a du travail à continuer. On a ouvert beaucoup de chantiers. Et le principal enjeu, c'est déjà de continuer, d'asseoir l'association et puis de poursuivre le développement. À côté de cela, nous avons des grands enjeux sur des questions environnementales. Nous avons des enjeux sur des grands sujets internationaux. Moi, particulièrement, une idée, c'est de travailler sur
fédérer, de participer à réunir les différentes entités de la profession pour porter un regard sur le futur du tourisme en montagne, parce que des territoires qui se portent bien, qui ont des clients fidèles, c'est aussi le business de nos entreprises qui se porte bien, et on est véritablement sur une dynamique et sur une réflexion collective à mener. Alors, je me suis laissé entendre dire qu'un de vos objectifs, c'était de digitaliser la montagne. Alors, ce n'est pas mon objectif. De toute façon, la société se digitalise. Donc, en fait, on n'a pas le choix. On est obligé aujourd'hui. On est obligé. La société est digitalisée. Alors, c'est peut-être un souci pour des anciens comme moi ou les générations précédentes. Mais nos enfants vivent avec le smartphone à la main et pour eux, la notion de digitalisation, elle n'a plus de sens. Je pense que dans 10 ans, 15 ans, on n'en parlera plus. En tout cas, il y a un défi, effectivement, aujourd'hui, c'est de savoir tirer le meilleur parti de ces technologies. Encore une fois, la digitalisation ne va pas remplacer le rapport humain, la nature, parce que les gens viennent aussi faire du tourisme en montagne pour apprécier cette nature en hiver, en été. Il faut absolument conserver ces atouts essentiels. Simplement, la digitalisation, ça facilite l'exploitation, ça facilite la relation client, ça facilite le développement. Il faut juste s'adapter à ces nouveaux paradigmes et puis savoir en tirer le meilleur parti. Est-ce que vous avez le sentiment que la montagne française dans son ensemble va bien aujourd'hui, après une saison hivernale, on va dire mi-figue, mi-raisin en termes de fréquentation? On a eu beaucoup de neige, mais en termes de fréquentation, on sent que les professionnels sont encore un petit peu sur leur faim. Alors si vous voulez, je crois qu'on a été dans les décennies précédentes habitués à tellement de croissance que quand on est en stabilité, on commence à s'inquiéter. Alors c'est vrai qu'on est sur un marché qui est encore, on va dire, relativement stable. Néanmoins, il y a des signes et il faut les prendre véritablement très au sérieux et travailler, notamment l'attractivité pour les jeunes. Ça, c'est un vrai sujet. On a après des modifications de destination, de pays. On parle beaucoup maintenant de la Chine, qui est en train de découvrir cette activité, qui va accéder au ski. Bon, tout ça, ça fait partie je dirais un petit peu de la géopolitique de l'activité. Néanmoins, il faut qu'on soit prudent et qu'on anticipe une érosion possible de la fréquentation, alors avec des problématiques d'environnement, de météo, d'adaptation aussi aux nouveaux usages, aux nouvelles tendances. Et justement, le cluster montagne est là pour travailler main dans la main avec la fédération, avec les domaines skiables de France, avec le syndicat des moniteurs, avec France Montagne, pour réfléchir aux facteurs de demain qui vont continuer à faire la réussite de la montagne française. Les derniers chiffres de l'Observatoire du cluster montagne sont, eux, pour le coup, plutôt encourageants. Alors, nous sommes dans une filière, effectivement, qui a confiance dans l'avenir, qui investit, qui innove beaucoup. Le cluster montagne, ça réunit aujourd'hui, il y a 200 entreprises adhérentes. La filière au global, c'est à peu près 400 structures. Ça représente 5000 emplois et à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et on a la chance d'être sur un secteur qui reste très dynamique, qui exporte beaucoup. Et effectivement, nous avons nos adhérents, les dirigeants sont plutôt optimistes, investis et surtout ont une dynamique d'innovation et de développement qui est, par rapport, on pourrait dire, à la moyenne de l'économie française, qui est certainement au-dessus et très intéressante, très dynamique. Dans quel domaine la France doit-elle encore progresser pour être encore plus performante dans le milieu de la montagne? J'aurais envie de dire dans tous les domaines, parce que ça marche ensemble. On a l'innovation sur les technologies, on a travaillé sur le domaine des services, nous avons à travailler sur la question de la gestion également des ressources. La partie tout le marketing des destinations, ça c'est un petit peu moins notre partie, mais ce sont aussi des effets de levier de pérennité. La qualité des logements, là aussi c'est un petit peu extérieur. Nous avons des entreprises dans le cluster montagne qui sont spécialisées dans ces domaines-là, mais c'est une problématique plutôt liée aux grands hébergeurs. Enfin, on a une approche assez globale. On ne peut pas dire qu'il y a un secteur particulier sur lequel il faut porter toute l'attention. C'est véritablement la systémique de l'offre montagne qui crée cet équilibre. Alors en octobre prochain, vous organisez un gros événement Sport Tourisme Montagne en partenariat avec Outdoor Sport Valley. Oui, alors c'est un événement, c'est un peu une avant-première, là, c'est un scoop puisque nous n'avons pas encore communiqué sur ce sujet-là, mais effectivement c'est un événement qui aura lieu le 19 octobre à l'hôtel de région et qui va réunir les deux associations clés, Outdoor Sport Valley qui est plutôt sur l'équipement de la personne et le cluster montagne sur on va dire l'aménagement touristique. Et l'idée, ça va être de nous rencontrer, c'est une première aussi, et de présenter à des entrepreneurs à l'extérieur, peut-être même à des étudiants, à des chercheurs, à la sphère économique et
et sociétale de la région de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, présenter cette dynamique de la montagne, les métiers, les savoir-faire, et puis peut-être partager des pratiques également avec d'autres clusters. Il y a d'autres grands pôles de compétitivité sur la région, et c'est l'occasion de partager nos pratiques également. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces 3 années-là de gouvernance qui débutent? Eh bien, de garder la même dynamique que ce qui a été le cas pendant 6 ans, et puis d'atteindre des résultats, parce que moi je suis là pour... alors pas tout seul, il y a une équipe, il y a un bureau qui est là très motivé, un conseil d'administration, une équipe de permanents, des adhérents très impliqués dans des groupes de travail. Donc on va continuer, on va travailler, on va échanger, se réunir, continuer à donner du temps, puisque tout ça c'est bénévole, et puis faire avancer cette filière et la faire, je dirais, briller aussi sur la scène internationale, parce que c'est aussi un des gros enjeux. Pour en revenir, dernière chose à l'événement, vous diriez que le tourisme sportif, c'est l'avenir? Alors le tourisme sportif, on va dire, c'est un avenir. Oui, ça, c'est un des avenirs. La chance qu'on a, c'est qu'on est sur des territoires extérieurs, qu'il y a des pratiques sportives qui évoluent, il y a de nouvelles tendances, il y a de nouvelles pratiques. On parlait du digital tout à l'heure, c'est surtout pas le ski sur la tablette ou le smartphone, c'est aller dehors, éclatez-vous, profitez-en, et c'est vivre des expériences. Et on a la chance d'avoir des territoires qui nous permettent de vivre des expériences absolument extraordinaires, d'en prendre plein les yeux, que ce soit en hiver ou en été. Et ça, oui, il faut absolument le préserver. Merci beaucoup, Patrick Grantori. Merci à vous. À bientôt. Merci. Allez, avant le retour de Kim en plateau, j'accueille mon dernier invité, Cyril Colombier. Alors Cyril Colombier, vous êtes le président du festival Nuit d'été. Vous êtes sur ce fameux canapé bleu d'Accès Direct. Cette année, le festival se déroule du 3 au 11 août prochain. Comment qualifier ce cru 2018 ? Alors ça va être un cru de voyage et de rencontres, puisqu'on a beaucoup ouvert sur les musiques, sur un petit peu toutes les musiques, tout le spectacle vivant aussi. Donc on va accueillir des artistes que je qualifierais de musiciens du monde. Voilà, des gens qui viennent de France, qui viennent d'Afrique, qui viennent de pays de Bosnie-Herzégovine, et qui ont cette capacité à croiser un petit peu d'autres artistes, à créer des projets, à s'inspirer d'autres musiques, à s'imprégner surtout, et à partager le plaisir du spectacle. C'est quoi l'état d'esprit du festival Les Nuits d'été ? Alors c'est un festival itinérant, donc dans des lieux magnifiques, parce qu'on va de la Chartreuse en passant par le lac d'Aiguebelette, et donc on essaye d'explorer avec le public des lieux un petit peu inhabituels pour des spectacles, et puis mettre des projets un petit peu qui sont peu vus, qui sont originaux. Donc on a des artistes qui créent spécialement des choses pour le festival. Donc on essaye d'amener un petit peu de culture aussi dans les vacances d'été. Vous m'avez devancé puisque justement j'allais vous demander une spécificité de ce festival, c'est justement ce côté itinérant. 26 représentations, il me semble. Oui, tout à fait. Dans plein d'univers différents. C'est aussi ça la force du festival ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas de thème par année, si vous voulez. On n'explore pas une thématique précise, mais on essaye de se laisser guider pendant nos choix de programmation toute l'année en écoutant ce qui d'abord nous plaît et ce qui nous permet, ce qu'on pourra défendre auprès du public et mettre vraiment les artistes dans des bonnes conditions et donner la chance aussi à des projets de se réaliser et d'être vus dans nos territoires. Alors, vous avez mis en place un festival assez éclectique, puisque en plus de musique, on peut retrouver du théâtre, de la danse. C'est indispensable aujourd'hui d'arriver à jouer sur plusieurs tableaux. Alors, moi, je dirais pas que c'est indispensable. Ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que beaucoup d'artistes... Vous avez envie de... Voilà, on a envie, puis on a des artistes qui sont musiciens et qui d'un seul coup disent je viendrais bien avec un danseur. Et naturellement, voilà, toute la difficulté après, c'est de trouver des lieux adaptés à l'accueil de ce type de spectacle. On a du théâtre, on aura une exposition, on aura Plonk et Replonk qui seront là. Donc on a vraiment essayé pas de répondre à une demande, mais plutôt d'ouvrir le plus largement possible aux esthétiques artistiques. Alors, une programmation très variée, beaucoup de choses différentes. Comment, justement, quand on est président de festival, comment est-ce qu'on arrive à mettre en place une programmation qui, selon vous, pourrait plaire à tout le monde ? Alors, c'est un long travail. Le but, c'est pas qu'elle plaise à tout le monde, c'est qu'elle plaise à certains, et que, en tout cas, tout le monde soit heureux
des moments qu'ils passent, même si on peut aimer des spectacles ou non, ou moins. Ça fait partie du spectacle vivant, justement. Alors d'abord, je ne suis pas tout seul, en fait, on est toute une équipe. On est toute une équipe, on est tout un collectif de programmation, on est 4. Et puis il y a toute une équipe de bénévoles autour, une association, puis toute une équipe de bénévoles. Et tout ça, tout ce réseau, ce maillage, cette histoire aussi, puisque le festival existe depuis 18 ans, c'est la 18e édition. Donc il y a toute l'histoire, tous les artistes qui ont été rencontrés pendant ces 18 années, qui eux-mêmes proposent des nouvelles personnes, nous font découvrir des choses aussi. Donc en fait, c'est une sorte d'échange continuel qui se produit. 18 ans, c'est l'âge de la majorité. C'est important de se rendre compte qu'après 18 ans, un festival de culture continue à réussir à imposer sa griffe. C'est important. Et pour vous, c'est quoi? C'est une fierté? Alors, c'est pas moi qui l'ai porté pendant 18 ans, il a été créé bien avant par les membres du Quatuor Bella, Julien Boutin en particulier, qui sont là cet été. Et disons que l'idée, c'est la transmission aussi, c'est-à-dire comment un festival peut évoluer, se transformer et être transmis à d'autres personnes, à d'autres générations. On garde cette idée en tête de regarder devant, mais aussi pour évoluer. Alors, pour en revenir à la programmation, une question un petit peu piège, même si je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de question piège. Quels seraient les 3-4 temps forts, les rendez-vous à ne pas manquer selon vous? Alors, c'est pas si vous deviez faire une petite sélection. Je vais faire une sélection non exhaustive. Très intéressée. C'est parce qu'on a des jauges, je vais vous expliquer pourquoi. On a des jauges qui sont parfois des petites jauges dans lesquelles on remplit très vite parce que les artistes sont tout de suite choisis. Et puis des jauges beaucoup plus grandes. Alors je vous parlerai par exemple d'un spectacle à la base d'Aviron avec un guitariste virtuose africain qui s'appelle Abdoulaye Traoré. Donc là, on a vraiment pas accueillir beaucoup de monde, donc n'hésitez pas à venir, c'est un spectacle qui est assez magique, c'est un musicien assez magique. On débute le festival avec un projet qui s'appelle Voix et Chemins d'Europe, hein, donc c'est un projet qu'on... Justement, j'allais y venir. Ah. Le fameux projet Voce. Voilà, je vous en parlerai après alors, peut-être. On a aussi à la Maison du Lac d'Aiguebelette, on va accueillir Erwan Keravec, qui est un sonneur de cornemuse, et qui va jouer avec 2 musiciens plutôt du Maghreb. Du coup, on a un échange de culture, mais une vraie imprégnation, c'est vraiment magnifique. Voilà, pour les deux choses que je pourrais les 2 grosses jauges que je pourrais promouvoir. Alors, ce projet Voce, en quoi ça consiste? Alors, ce projet Voce, il est indépendant du festival, même si le festival fait l'ouverture. Voilà, on l'accueille 2 fois pour l'ouverture. C'est un projet citoyen qui commémore la Grande Guerre, 14-18. Donc, c'est un projet qu'on a mené depuis 2014 avec 9 pays européens, la Bosnie, la Hongrie, la Roumanie, la Pologne, l'Allemagne, la Belgique. Je dois en oublier. Et donc, il y a eu des rencontres chorales, des chœurs qui se sont rencontrés autour de cette idée de la commémoration, aussi autour de l'idée d'apprendre dans quelle Europe on vit aujourd'hui, pourquoi on vit dans cette Europe-là, et puis surtout se tourner vers l'avenir à travers la création contemporaine, parce qu'on portait cette idée de création contemporaine. Et cette année, pour la clôture, puisqu'on termine, c'est notre dernière année, on a passé une commande à un compositeur qui s'appelle Thierry Machuel. Donc cette œuvre mémoriale sera donnée en avant-première au festival, et au mois de novembre à Berlin. Donc, si je ne dis pas de bêtises, environ 200 choristes issus de pays différents. Oui, tout à fait. Là aussi, il doit y avoir un sacré travail en amont pour arriver à avoir quelque chose d'harmonique. Oui, chacun des chœurs a travaillé dans son coin, on va dire, dans son pays. Et on se retrouve pour une grande semaine de résidence pour essayer de faire prendre la sauce et donner sens à tout ça. Le sens, il est musical, bien sûr. S'il n'y a pas l'artistique, ça ne fonctionnerait pas. Et puis humain, beaucoup, parce qu'on se connaît depuis 4 ans maintenant. Et donc, on est très heureux de se retrouver. On sent que c'est un projet en tout cas le projet Voce, qui vous tient particulièrement à cœur? Oui, tout à fait. C'est un projet que je porte depuis très longtemps avec d'autres. Hein, une chose très importante pour moi, dans ces commémorations, c'était de se dire la nation, d'accord, le drapeau, d'accord, mais moi je me sentais plus citoyen européen et j'avais envie de savoir est-ce que mes collègues des autres pays, est-ce qu'on a une culture commune, une culture européenne? Est-ce qu'elle est à construire? Est-ce qu'elle existe? Sur quelle base? Voilà. Et là, pour le coup, une langue commune. S'ils sont issus de pays différents, comment ils arrivent à communiquer? On se débrouille. On a pas mal de choristes qui font les traductions dans toutes les langues, et puis on parle pas mal anglais. On rappelle les dates du festival? Le 3 au 11 août, donc dans l'avant-pays savoyard et en Chartreuse. Si on veut se procurer des places? Il y a le site internet festivaletnuitété.fr. Et à partir de lundi, la billetterie est ouverte. Merci beaucoup, Cyril Colombier. Merci de votre accueil. Allez, on finit cette émission avec Kim, qui va me rejoindre sur ce plateau.
On va débuter avec la petite revue de presse quotidienne. On commence avec un sondage. Oui, en fait, il y a 16 sites qui ont été sélectionnés, donc de la Drôme, des Hautes-Alpes, de Provence, enfin du Vaucluse, pardon, Isère et de nos pays, de notre département Savoie-Mont-Blanc. Parmi donc les sites qui ont été sélectionnés, il y en a 2 en Savoie, donc notamment La Dent du Chat et Bonneval-sur-Arc. Et en Savoie, en Haute-Savoie, il y a l'Aiguille du Midi. Donc en fait, on peut voter, enfin les personnes, les internautes peuvent voter directement sur le site du Dauphiné Libéré. Et puis le Tour de France arrive chez nous la semaine prochaine et tout le folklore qui va avec. Oui, donc en fait l'année dernière, on avait fait un petit reportage sur une grappe géante qui avait été exposée à Yenne. C'est toi qui y étais. C'est ça. Et cette fois-ci, en fait, donc on se dirige exactement dans le col des Aravis, dans les Aravis, où il y a une fresque géante qui représente Virginie Avetan, qui est une productrice de reblochon, qui la représente justement. Et cette œuvre est exposée sur la Croix Frie. D'accord. Et toi, du coup, en fait, une petite pétition pour un écran géant. Oui, puisque ça n'a échappé à personne. Hein. Ce mardi soir, dès la victoire des Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde contre la Belgique, une pétition a circulé sur Facebook pour la mise en place d'un écran géant sur le paquet ce dimanche pour la retransmission de cette finale qui débutera donc à 17h. Mais malgré les signatures, il n'y aura pas d'écran géant puisque le paquet est réquisitionné ce lundi pour la journée d'Europe du Tour de France et ce mardi pour le grand départ de la 10e étape qui ralliera Annecy au Grand Bornand. Donc voilà, ASO, la société qui organise le Tour de France, a déjà réservé des espaces de sécurité, des services de sécurité. Donc pas d'écran géant malheureusement sur le paquet. La municipalité d'Annecy a néanmoins autorisé les bars et les restaurants à installer des écrans. Il y aura une certaine tolérance notamment au niveau des terrasses. Et puis petit lot de consolation pour les festivaliers de Musilac. Ils pourront regarder ce dimanche la finale en direct d'Aix-les-Bains. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et il y a de nouvelles vignettes pour les albums Panini. Oui, alors c'est des albums un petit peu différents comme on le voit à l'image, puisque Europol a surfé sur cette vague foot avec la Coupe du Monde. Pour lancer, Europol c'est le pendant européen d'Interpol, pour lancer une campagne originale sous forme d'album Panini. On voit à l'écran 25 criminels les plus recherchés d'Europe. Alors ces 25 criminels sont issus de 23 pays différents. Ils sont assez dangereux puisqu'ils sont recherchés pour meurtre, vol à main armée ou encore fraude ou trafic de drogue. Donc là, ça rigole pas. Pour découvrir les codes qui correspondent à chaque criminel, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Et il faut savoir que ce n'est pas une première pour Europol qui mène ce type de campagne pour attirer l'attention du public sur les criminels tous les 6 mois. Et pour l'instant, on peut dire que ça porte ses fruits. Les titres du JT avant de se quitter, on commence avec les vacances qui ont bien débuté du côté du lac d'Annecy. Oui. En fait, les vacances viennent juste de débuter, si on peut dire, c'est depuis vendredi dernier. Et on est parti voir un loueur de bateaux et un camping à Saint-Joriot pour voir comment on commence ses vacances. Et puis Pablo Picasso à l'honneur du côté d'Évian. Oui, c'est au Palais des Lumières à Évian-les-Bains où il y a une exposition sur l'atelier du Minotaure qui est exposée depuis quelques jours et ça se termine le 7 octobre. Merci Kim. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe en régie qui m'a aidé pour cette émission. Jeudi, vous retrouverez Emmanuel Joda à cette même place. Tout de suite, c'est donc le journal de la rédaction présenté par Kimberly Tréviot. Passez une excellente soirée sur 8 Mont-Blanc. Bye bye.